Et on va commencer par un manga extrêmement touchant. Il s'agit de The Monster Exposed. The Monster Exposed, le tome 1, puisque voilà, il s'agit d'une série et non pas d'un one-shot. Donc je l'ai évidemment entre mes mains. C'est écrit par et dessiné par Ogeretsu Tanaka, qu'on connaît évidemment pour Escape Journey par exemple, mais aussi pour donc les autres mangas qui sont liés à celui-ci. C'est des titres en anglais, donc je ne vais pas me lancer dans, dans leurs titres. Mais voilà, en tout cas, il y a notamment un one-shot qui est déjà paru chez Taifo Comics il y a pas mal d'années, qui est directement lié à The Monster Exposed, mais je vais vous expliquer qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir lu ce one-shot pour pouvoir apprécier The Monster Exposed. Avant ça, évidemment, comme dans tous les stream reviews, je vous donne la parole. Vous avez la possibilité de vous exprimer sur les différents titres que je vous propose. Et donc, je vais lancer, mais vous n'êtes pas obligé de voter dès maintenant, le sondage sur The Monster Exposed. Donc, vous pouvez voter si vous l'avez, par exemple, déjà lu ou si vous connaissez déjà ce titre-là. Et par contre, sinon, bien sûr, vous pouvez attendre que j'ai donné mon avis et que d'autres personnes aient donné leur avis sur le chat. Donc pour voter, alors c'est pas le sondage Twitch parce qu'en fait, ça permet pas d'afficher les résultats en live, contrairement à cette petite application très pratique, cette extension qui s'appelle Vote Now. Et donc en fait, vous devez voir un logo Vote Now quelque part, vous cliquez dessus et vous accédez directement au vote. Donc, The Monster Exposed, je vous l'ai dit, on a donc, oula, si je le tiens à l'endroit, c'est mieux. Donc, on a deux personnages. Donc, comme je vous l'ai dit, pas besoin forcément du one shot. Donc là, je vais vraiment vous parler de l'histoire qui est présente dans The Monster Exposed. Donc, on a Hayashida qui est en couple avec un de ses collègues qui s'appelle Shuna. Donc, ils se sont mis en couple. Voilà, ils vivent plus ou moins ensemble. En tout cas, ils sont très souvent ensemble. Ils sont officiellement en couple. Mais Hayashida donc a un passé très compliqué. On va le deviner à travers les flashbacks. Évidemment, ceux qui ont lu le one shot de base, eh bien, savent déjà quel est le passé de Hayashida. Hayashida a une relation extrêmement compliquée avec son ex, puisqu'en fait c'était un copain violent. Voilà, donc il était violent avec son ex. Histoire très très compliquée. Je vous recommande chaudement, évidemment, hein, la lecture du one-shot de base, The Love Rusted. Non, voilà, j'ai essayé de me le remémorer de tête, mais ça n'a pas marché. Mais bon, vous pouvez le trouver facilement sur Internet et probablement que le chat est beaucoup mieux renseigné que moi sur le titre exact. Toujours est-il que donc Hayashida, vous pouvez tout simplement le découvrir dans The Monster Exposed. C'est pas très dérangeant de pas avoir lu, c'est un plus. Voilà, d'avoir lu sa relation avec son ex, évidemment, ça apporte d'autres indices, mais The Monster Exposed est vraiment prévu pour pouvoir être lu sans connaître les détails de sa relation avec son ex, puisqu'on a différents flashbacks. Est-ce que je peux vous montrer est-ce que c'est un flashback ça? Enfin bon bref, en tout cas, il y a des flashbacks dans... Ouais. Ouais. Il y a aussi pas mal de scènes que je ne peux pas montrer en stream sur Twitch, hein, qui reste très très pru de ce côté-là. Mais en tout cas, oui, ouais, il y a des scènes vraiment très très compliquées. Il y a ces doubles pages qui sont magnifiques, hein, magnifiques et à la fois hyper douloureuses, hein, très, très compliquées. Voilà, à encaisser. Il y a beaucoup de violence, de passé difficile. Voilà, c'est quand même... c'est pas à mettre entre toutes les mains. Voilà, quand vous voyez les têtes et les expressions qui peuvent être celles des personnages, c'est quand même compliqué.
The Monster Exposed, bah moi j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un récit, comme je vous l'ai dit, difficile. Donc on suit ce couple-là de Hayashida et de Shuna. Donc chez Hayashida, il y a toujours en plus la photo justement avec son ex qui est affichée chez lui. Donc il y a encore cette espèce de fantôme du passé qui est présent dans la vie de Hayashida, y compris dans son appartement. Il va y avoir, bah, comme je vous l'ai dit, beaucoup de flashbacks, donc il y a beaucoup de choses qui vont lui rappeler sa relation avec son ex, qui va lui rappeler aussi les violences que lui-même a subies à l'époque, qui n'excuse en rien l'attitude qu'il a eue évidemment avec son ex, mais qui sont importantes quand même dans le récit. Au-delà de ça, voilà, je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de scènes enfin, je me risquerai pas à vous montrer une page au hasard parce que malgré tout, il y a aussi pas mal de scènes de sexe entre les deux, entre Hayashida et Shuna. D'ailleurs, ça commence, hein, je crois, par une scène de sexe. Oui, c'est ça. En plus, c'est une version non censurée, hein. Voilà, ça c'est un privilège qu'on a parfois en France, c'est d'avoir des versions non censurées, contrairement au Japon où on peut être sûr que les mangas Boys Love sont systématiquement censurés. C'est la loi japonaise qui les oblige à ça. Nous non, on a les scènes de sexe en version non censurée, ce qui est pas désagréable, hein, ma foi, voilà. Et sinon, bah, on a un récit, comme je vous l'ai dit, voilà, assez difficile. Il va se passer quelque chose entre les deux, entre Hayashida et Shuna, qui va mettre un petit peu voilà, en difficulté leur couple. Je vous laisse découvrir ce que c'est, je vous spoile pas. Il y a également à la fin du récit un énorme cliffhanger qui fait qu'on a tellement hâte de découvrir la suite de The Monster Exposed. Il se passe un truc assez dingue à la fin de ce tome 1 qui va un peu foutre la merde, hein, disons-le tel que c'est. Voilà, ça va pas faciliter la relation entre Hayashida et Shuna, ou peut-être que si. On va voir le développement qui se passe après ce cliffhanger. Mais en tout cas, Ogeretsu Tanaka, voilà, on connaît évidemment son talent. Alors, Ogeretsu Tanaka, elle a un espèce de défouloir qui s'appelle Yarichin Beach Club, qui est très 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 différent de ses autres mangas. Donc, mis à part Yaribu, Ogeretsu Tanaka, on sait qu'elle nous livre à chaque fois des mangas extrêmement touchants. Voilà, dans Escape Journey, on a beaucoup la thématique de la famille, de l'acceptation par la société de l'homosexualité. Dans du coup les mangas qui sont liés à cet univers de The Monster Exposed, on avait du coup la thématique de la violence conjugale qui était abordée. Ici, on a encore, du coup, forcément, hein, vu que c'est à nouveau Hayashida qui est mise en scène, on a évidemment cette thématique-là qui est encore abordée. Et on a aussi voilà, d'autres thématiques, justement, de comment essayer d'aller de l'avant malgré un passé douloureux, difficile, violent. Et comment, comment essayer de se débarrasser des fantômes du passé pour pouvoir être à fond avec son nouveau partenaire, ce qui est le cas de Hayashida. Au niveau des dessins, je vous l'ai montré, c'est extrêmement expressif. Voilà, là il y a une petite illustration couleur au tout début du manga. Et après, oui, on est sur du très très expressif. Les scènes de sexe sont extrêmement explicites et sont voilà, très bien menées par Ogeretsu Tanaka. On sait qu'elle sait faire ça très bien. On le voit beaucoup dans Yarichin Beach Club, hein, forcément, où il y a beaucoup de scènes de sexe. Et puis voilà, que vous dire, en fait c'est difficile de vous en parler sans vous spoiler, donc si vous avez envie d'un récit sensible, avec des thématiques pas forcément faciles, voilà, il faut le savoir. Malgré tout, on a aussi une vie de couple, des scènes de sexe, comme je vous l'ai dit, dans The Monster Exposed. Donc voilà, on a finalement un récit de vie.
une tranche de vie dramatique si je devais mixer des catégories des Boys Love France Awards. Voilà, une tranche de vie parce que on va suivre le quotidien du couple de Hayashida et Shuna, et dramatique parce que ouais, il y a tout le passé très douloureux des personnages, et particulièrement de Hayashida. Sachez que donc c'est assez rare, hein, moi je j'ai pas souvenir, peut-être avec Viewfinder, peut-être qu'il y avait eu un livret spécial, mais en tout cas, le tome 1 de The Monster Exposed est accompagné d'un petit livret, un petit, il fait 50 pages quand même, hein, donc pas si petit que ça. Un livret qui s'appelle Azami, et qui va justement revenir sur la relation entre Hayashida et son ex. Donc c'est un espèce de grand flashback en fait entre Hayashida et son ex. Donc là aussi, hein, voilà, extrêmement violent, vous le voyez. Euh, Ici, voilà, ici aussi, vous le voyez, ils sont blessés parce qu'il y a eu de la violence entre eux. Et donc du coup, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ce que je vous conseille, c'est de d'abord lire le livret Azami, puis de lire The Monster Exposed, parce que là, on a vraiment la relation entre Hayashida et son ex. Donc du coup, si vous n'avez pas lu le one-shot qui mettait en scène déjà Hayashida, peut-être que le livret Azami peut vous donner une idée de leur relation, à Hayashida et à son ex Yumi, si je ne me trompe pas. Voilà, ça peut être une bonne introduction. Mais sinon, voilà, je vous l'ai dit, pas besoin forcément d'avoir lu le one-shot d'avant. On peut considérer que, vu que c'est une nouvelle histoire d'amour, l'histoire peut tout à fait commencer ici. On n'a pas besoin forcément de connaître le passé des deux. Évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est malgré tout un plus d'avoir lu cette autre œuvre-là. Luna Storm qui nous dit Ogeretsu Tanaka est une de mes autrices préférées. The Monster Exposed m'a fendu le cœur, mais je ne peux que approuver ce message sur le chat, hein. Moi aussi, Ogeretsu Tanaka, je l'adore. Alors moi, ma série préférée, ça reste Escape Journey, parce que je trouve qu'elle est vraiment réaliste, ancrée dans la réalité. J'ai beaucoup aimé les thématiques donc de chantage, d'acceptation du couple homosexuel aux yeux de la société, de la notion de famille qui est aussi extrêmement présente. Voilà, j'ai trouvé ça très très intéressant. The Monster Exposed, c'est vraiment un récit extrêmement touchant, comme l'étaient les one-shots du même univers. C'est juste que c'est beaucoup plus dur, et que moi, c'est vrai que ça me parle moins, parce que c'est des situations vraiment extrêmes. Euh, voilà, c'est la violence conjugale, c'est malheureusement trop présent. Mais c'est vrai qu'Escape Journey est beaucoup plus ancré dans quelque chose de quotidien qui peut peut-être plus nous parler si par grande chance, on n'a pas été exposé à la problématique de violence conjugale. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas beaucoup à avoir voté au sondage, mais malgré tout, on a donc 25% pour déjà lu, 50% pour je le veux, et 25% pour bof. Donc The Monster Exposed, c'est déjà disponible. Le tome 1, il est sorti fin février, donc vous pouvez déjà l'acheter. Comme je vous l'ai dit, il est accompagné du petit livret Azami. Donc n'hésitez pas à voter si vous ne l'avez pas encore fait, pour qu'on ait un petit peu plus de votes sur lesquels se baser. Sachez que du coup, vu que le manga, le tome 1 est livré exceptionnellement avec un livret supplémentaire que Taifo Comics a obtenu, hein, il faut se dire que c'est pas automatique, hein, c'est des droits à négocier, c'est plus de traduction, c'est double vu que c'est à part et que c'est pas un chapitre bonus du tome 1 principal. Ça veut aussi dire qu'il y a une nouvelle couverture, hein. Vous voyez ici, c'est cartonné, c'est pas du papier. Donc du coup, le prix s'en ressent, et je crois que c'est 2 ou 3 euros plus cher. Je crois que c'est 11,90 € pour avoir donc le tome 1,
plus le livret Azami. Voilà, c'est la contrepartie de Taifo Comics pour avoir ce petit livret exclusif avec cette histoire bonus. Voilà pour The Monster Expose. Bon, globalement, vous êtes emballés parmi les personnes qui ont voté par ce titre-là. Voilà, à nouveau, gros warning, c'est une histoire vraiment compliquée, dramatique, avec de la violence conjugale, de l'humiliation aussi. Voilà, sans vous en dire plus et sans vous spoiler. Donc c'est des thématiques compliquées. Et en plus, comme je vous l'ai dit, il y a des scènes de sexe qui sont non censurées, donc double raison de faire un gros warning à ne pas mettre du coup entre toutes les mains. Hop, j'arrête le sondage puisque maintenant du coup on va passer au titre suivant qui est également un manga, une série disponible chez Taifo Comics. Là pour le coup il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis. Je parle de Kacho Fugetsu. Donc je vais vous lancer le sondage en même temps que je commence à vous en parler. Donc Kacho Fugetsu, je vous l'ai dit, donc il y a les 2 tomes pour l'instant qui sont sortis. Il y a d'ailleurs le 3e qui arrive très bientôt, pas plus tard que le 26 mars, si je ne me trompe pas, s'il est toujours prévu à cette date-là. Pourquoi ça va aussi vite, entre guillemets? On en a un tous les 2 mois, puisque le premier est sorti en novembre 2020, si je ne me trompe pas. Eh bien tout simplement parce qu'on a du retard. On a du retard sur le Japon. Il y a pas mal de tomes qui sont déjà parus au Japon. Donc je pense que Taifo Comics tout simplement essaye un petit peu de rattraper le rythme de publication japonais. Donc là vous voyez, j'ai les 2 premiers tomes. Alors déjà ce qui est super cool, est-ce que je vais arriver à faire ça avec la lumière? Est-ce que vous avez... Oui, voilà. C'est un petit détail, mais c'est cool. Moi, j'aime bien, voilà, la petite lumière qui reflète sur la cover. C'est des petits détails qui peuvent faire la différence, voilà, qui sont intéressants et qui donnent des beaux produits, des beaux mangas. Voilà, ici aussi, tac, ça reflète. Moi, j'aime bien. Je trouve ça assez chouette. Oui, exactement, GPL qui dit un petit peu comme Hitorihime My Hero avec pareil où il y a beaucoup de tomes de retard en France par rapport au Japon et donc du coup ça sort très vite. Donc Kacho Fugetsu, c'est de la mangaka, comme le dit pile poil à l'instant Kand94 sur le chat, un manga de Yuki Shimizu qu'on connaît déjà en France puisqu'on a eu son autre série Fleuve, hein, on peut le dire, pour un Boys Love, il y a beaucoup de tomes, je sais plus si c'est 8 ou 10, mais en tout cas beaucoup de tomes pour une série Boys Love. Ça s'appelle Ze, Z-E, Ze. Donc on était déjà sur un récit avec beaucoup de personnages, pas mal de drames, voilà, de situations assez compliquées. On était aussi dans un domaine un petit peu fantastique. On n'était pas du tout dans le milieu urbain, pas du tout avec des lycéens, etc. Voilà, on était sur un récit assez original, fort en émotion. Bah là, avec Kacho Fugetsu, on reprend la même recette gagnante, hein, évidemment, de Yuki Shimizu, avec donc Kacho Fugetsu. Donc c'est l'histoire en fait à la toute base dans le tome 1 que vous voyez ici. En fait il y a un citadin qui suite au remariage de sa mère, donc il s'appelle Itokawa, c'est ça. Il déménage dans la maison de son grand-père décédé qui est au cœur d'une... Alors, le résumé, ils disent petite ville, c'est même pas une ville, hein. Le truc, c'est un village, en fait. Il y a tellement peu d'habitations que vraiment, on peut même pas appeler ça, pour moi, une ville. C'est vraiment un esprit, d'ailleurs, de village où tous les voisins, un petit peu, se connaissent, etc. Où d'ailleurs il y a beaucoup de mecs, hein, on se demande pourquoi il n'y a pas beaucoup de nanas, ou en tout cas on les voit pas beaucoup dans le manga.
Et donc du coup le tome 1, moi c'est pour ça que je vous le chronique que maintenant, une fois que le tome 2 est sorti, parce que une fois le tome 1 terminé, du coup j'étais, comment dire, je pouvais pas donner un avis en fait, parce qu'il est très introductif, il se passe pas tant de choses que ça, on n'a que quelques personnages qui sont présentés, alors qu'on sait que Yuki Shimizu, elle aime les récits avec beaucoup de personnages, une grande galerie de personnages. Et donc du coup c'est pour ça que voilà, j'ai pas tout de suite voulu vous en parler, parce que j'avais pas grand chose à dire dessus, parce que moi-même je m'étais pas fait un avis. Mais maintenant que ça y est, le tome 2 est sorti fin janvier, eh bien je suis rassuré, voilà, je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, je suis content, on retrouve la Yuki Shimizu que moi j'ai adoré dans Tse. C'est-à-dire que voilà, on a, comme je vous le disais, toute cette galerie de personnages, avec à chaque fois des passés très compliqués. Donc on a plusieurs couples, hein, concrètement, c'est des couples plus ou moins déjà formés. Et on en suit, ou en tout cas, voilà, on comprend qu'ils vont se former s'ils ne le sont pas déjà. Et donc du coup, c'est très intéressant. Et effectivement, au Halo, je l'avais dit quand j'avais fait le stream vendredi lecture et que j'avais reçu le premier tome, au Japon, les 2 premiers tomes de Kacho Fugetsu sont sortis en même temps. Et c'est pas pour rien. Éditorialement, je sais pas si Taifu Comics n'a pas pu le faire, ou c'est juste qu'ils l'ont peut-être pas envisagé, mais je pense que ça aurait été assez malin éditorialement de sortir effectivement les 2 premiers tomes de Kacho Fugetsu en même temps, parce que je vois Jerkan d'ailleurs qui dit: j'ai essayé le tome 1 et j'ai beaucoup moins aimé par rapport à Tse. Et du coup, je t'encourage, Darkan, à tenter le tome 2, parce que du coup, on voit d'autres personnages qu'on a à peine effleurés, ou voire qu'on n'a peut-être même pas du tout vu dans le tome 1. Et Yuki Shimizu, c'est un peu un diesel, donc c'est-à-dire qu'il faut un petit peu de temps avant de démarrer vraiment le récit et d'être à fond dedans, parce qu'il y a beaucoup de personnages et parce que ces séries sont très longues. Donc du coup, elle prend son temps en fait, tout simplement. Et donc il faut vraiment lire les deux premiers tomes pour vous faire un avis un petit peu plus tranché. Ouais, j'aime bien jouer avec les lumières, j'adore ces covers. Voilà, lisez, je vous encourage à lire les 2 premiers tomes avant de vraiment vous dire: non, je laisse tomber, ou oui, je continue. Parce que c'est vraiment, si vous aimez pas au bout du tome 1, peut-être que vous changerez d'avis avec le tome 2. Moi, j'avais pas d'avis, et j'étais même un petit peu inquiet avec le tome 1, parce qu'effectivement, je trouvais qu'on rentrait pas forcément vachement dedans. Mais je savais, en connaissant Yuki Shimizu par ses autres œuvres, que souvent elle prend, enfin tout le temps même d'ailleurs, dans ces séries, elle prend son temps, parce que c'est des séries vraiment sur le long cours. Et là, c'est tout à fait le cas. D'ailleurs, voilà, Taifu Comics nous le dit, hein, sur la 4e de couverture du tome 1. Comme elle sait si bien le faire, Yuki Shimizu nous offre ici une multitude de personnages aux destins entremêlés. C'est ce que Yuki Shimizu fait de mieux dans ses mangas. Et donc voilà, le tome 2 m'a convaincu, et je me dis qu'on va avoir une très très belle série. Ohalo, qui est regretté de ne pas avoir vu la série passer les sélections des Boys Love France Awards, je pense que c'est tout simplement parce qu'il n'y avait que le tome 1 qui était sorti, et que le tome 1, c'est très compliqué de se dire: ah c'est ma série coup de cœur. Voilà, vous aviez que 3 votes possibles sur des dizaines de nommés. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, même s'ils ont lu le tome 1, se sont pas dit c'est une série tellement coup de cœur que parmi mes 3 choix, je vais choisir Kacho Fugetsu. Peut-être que cette année, il y a du coup le tome 2, là, le tome 3 qui arrive, et probablement tous les 2 mois, on en aura un. Peut-être qu'une fois qu'on aura suffisamment de tomes, peut-être qu'il y aura un petit peu plus d'adhésion de la part du public Boys Love. Sur le chat, j'avais vu autre chose. Oui, Kand94 qui disait que donc, le personnage dont je parlais, dont j'ai perdu le nom, qui s'appelle Itokawa, aurait pas aimé le manga dont j'ai parlé la dernière fois, où il y a des insectes. Il s'agit de Akamatsu et Seven, donc dans le tome 2, voilà, on en a parlé aussi pendant les BFA. Il y a une scène
assez violente, choquante en tout cas moi qui n'aime pas les insectes, ça m'a un petit peu traumatisé parce que vraiment Okujima le dessinateur bah, il a un talent fou pour mettre en scène et dessiner des scènes extrêmement violentes. Et donc là, celle-ci, avec les insectes, oui, j'ai eu un petit peu de mal à la digérer, sans mauvais jeu de mots. Vous comprendrez si vous lisez le tome 2 de Akamatsu et Seven. Et pourquoi Kand 94 nous dit ça, bah, tout simplement parce qu'en fait, Itokawa, quand il débarque, est-ce que je vais avoir la scène? Ah mais oui, non mais c'est flouté. C'est flouté. Mais c'est marrant, c'est flouté. Alors que dans Akamatsu Seven, c'est pas flouté. Donc là, Yuki Shimizu a pensé aux personnes qui n'aiment pas les insectes et les araignées. En fait, Itokawa, quand il débarque dans la maison de son grand-père décédé, en fait, elle n'a pas été habitée pendant très très longtemps. Donc du coup, il y a des toiles d'araignées et des araignées et des insectes. Donc du coup, voilà, on a cette scène, c'est pas un spoil, hein, c'est le chapitre 1 du tome 1, où bah du coup, voilà, c'est quoi, il y a des rats aussi, enfin bon, il y a tout un tas de bestioles, et bah du coup, lui, il aime pas du tout ça, Itokawa, ça lui plaît pas du tout. Et donc clairement, si Itokawa avait dû lire le tome 2 d'Akamatsu et Seven, je pense que il n'aurait pas apprécié. Alors, je vous l'ai dit, dans Kachofugetsu, il y a beaucoup de personnages. Du coup, ben moi, pour rien vous cacher, j'ai eu un petit peu de mal au début du tome 1 à resituer qui était qui, parce qu'en plus, Yuki Shimizu, voilà, son dessin, alors il faut remettre dans le contexte, les premiers tomes, là, sont sortis en 2013 au Japon, donc ça explique aussi le style peut-être un peu plus ancien, un peu plus anguleux, etc. Même si c'est aussi le style de Yuki Shimizu, hein, et que ça changera peut-être pas. Mais en tout cas, il y a des personnages peut-être qui, quand on les connaît pas très bien, peuvent se ressembler un petit peu. Et en plus, il y en a certains qu'on a tout juste vus dans le tome 1. Puisque le tome 1, il se concentre vraiment sur un couple. Vraiment, Itokawa, du coup, c'est vraiment lui qu'on voit dans les premiers chapitres, emménagé dans ce petit village, etc. Et alors que dans ce tome 2, on voit d'autres personnages, d'autres couples. Non, mais c'est pas du tout un spoil, hein, 494, voilà, comme je l'ai dit, c'est dans le premier chapitre du tome 1, donc on peut pas considérer que c'est un spoil. Et donc du coup, sachez que normalement, en fait, c'est en début de tome que souvent dans Jalousie, par exemple, dans Acid Town, on a des galeries de personnages au tout début des mangas. Là, en fait, c'est à la fin. Donc en fait, moi j'ai fini mon dernier chapitre, j'ai eu la postface, et là j'ai vu qu'il y avait encore d'autres trucs, et j'ai vu, ah, mais tiens, une galerie de personnages, mais voilà qui m'aurait été fort utile au début de ma lecture. Bon voilà, moi je l'ai découvert trop tard, mais du coup je vous donne la petite astuce. On a voilà, un rappel des personnages, de galerie de personnages, qui va vraiment vous aider à resituer. Alors à moins que vous les lisiez vraiment l'un après l'autre, parce que moi du coup j'ai eu un petit peu plus de 2 mois d'écart entre la lecture du tome 1 et du tome 2. Donc du coup ça fait que j'avais un petit peu, en plus je suis nul avec les prénoms, japonais particulièrement, donc du coup voilà, ça m'a ça m'a pas facilité la tâche, ça m'a pas facilité le début de ma lecture. Mais voilà, une fois que j'ai resitué qui était qui, voilà, j'ai été à fond dans le récit. Moi j'adore, il y a des histoires complètement dramatiques, assez dingues, ils sont tous hyper torturés, moi c'est tout ce que j'aime. Donc là d'ailleurs, je viens de penser qu'en vous présentant The Monster Exposed et Kacho Fugetsu, on n'est pas dans le feel good hein, ce soir, pour l'instant. Vous allez voir que ça va peut-être arriver plus tard, mais en tout cas, côté Boys Love, hein, voilà, on est plutôt sur des récits dramatiques, que ce soit pour The Monster Exposed ou pour Kacho Fugetsu de Yuki Shimizu. Alors, côté vote, c'est égalité parfaite entre déjà lu, je le veux et bof. Donc du coup, voilà, petite, on va dire, division. Tout le monde n'est pas forcément convaincu.
Moi, je vous le répète, si vous avez juste tenté le tome 1 et que vous vous dites: «Bah non, c'est pas fait pour moi», franchement, je vous jure, essayez-vous au tome 2, qui va un petit peu mieux poser les enjeux, les nouveaux personnages, et cetera et voilà, on va avoir droit à une vraie saga, une vraie série sur le long cours et je pense qu'on va, tout le monde va peut-être avoir son couple préféré, et cetera. C'est souvent le cas quand il y a beaucoup de personnages dans une série, on a toujours ses petits préférés. Mais du coup, c'est intéressant voilà, de voir les différents destins et qui vont évidemment se mêler puisque tous les personnages habitent dans le même village et que donc en plus c'est un village très reculé, etc. Donc du coup, tout le monde se connaît comme je le disais et les rumeurs vont bon train. Donc voilà, ça c'était pour les Boys Love de ce soir. Hop, j'arrête le sondage sur Kacho Fugetsu. On va maintenant passer du côté de chez Akata. Akata qui nous a proposé au mois de janvier, si je ne me trompe pas. Il était prévu pour novembre, évidemment, avec le confinement de novembre, ça a été décalé. Juste avant ça, donc Jerkan qui nous dit ça m'a trop rappelé Love Mode qui a mal vieilli et ça faisait moins original que Tse, mais je tenterai le tome 2, c'est noté. Oui, effectivement, Yuki Shimizu, on parlait de série fleuve, et évidemment la série Love Mode est également une série sur du très long cours, et pareil, avec toute une galerie de personnages, vraiment c'est sa spécialité, hein, Yuki Shimizu. Donc du coup, tant qu'il le faudra, chez Akata, donc cette fois-ci c'est pas un manga, c'est donc un roman que j'ai ici avec moi, vous voyez, on n'est pas, voilà, on n'est pas sur le même format hein, que Kacho Fugetsu dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un petit peu plus massif, même beaucoup plus, c'est plus lourd hein, d'ailleurs. Donc tant qu'il le faudra, pourquoi je vous en parle ce soir? En même temps que je vous explique ça, je vais lancer le sondage. Donc il faut savoir que c'est un roman, donc c'est un tome 1, c'est une saga en 3 tomes. Et donc c'est une saga qui est signée par Cordelia, qui est une auteurice française. Et donc Cocorico déjà, hein. Voilà, dans la collection Young Novel de Akata, on a eu des light novels, des romans japonais cette fois-ci. Donc on est vraiment avec Cordelia qui donc est française. Hein. Tant qu'il le faudra. Pourquoi je vous en parle? Je vous le disais, parce que ça traite de thématiques LGBT. Et d'ailleurs, quand je vous dis que ça traite de thématiques LGBT, c'est un roman LGBT à 100%. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Dans Tant qu'il le faudra, on va suivre tout simplement les bénévoles d'une association, une association qui s'appelle OMAG. OMAG qui est également le nom donc de l'association, mais aussi du magazine du coup, donc que cette association produit. C'est un magazine qui est mis à disposition principalement dans des lieux LGBT, le centre LGBT, parfois aussi dans des bars, ils le vendent dans des bars, etc. LGBT. Et donc, en fait, on va suivre la vie de ces bénévoles, à la fois la vie dans l'association, mais aussi leur vie en dehors, en fait, leur relation, puisque forcément, quand on est engagé dans une association, il y a forcément des relations personnelles qui se créent entre les différents bénévoles, surtout que là, c'est pas une très grosse association, hein, ils sont pas très nombreux et nombreux dans cette association, et puis en plus, voilà, il y a déjà des histoires entre les plus anciens membres de cette association, et donc nous on va dans un premier temps suivre Prudence, donc qui est une jeune lesbienne qui n'a pas fait encore son coming out et qui a débarqué à Paris, qui est étudiante dans une université parisienne. Et donc justement, elle va, débarquer dans cette association OMAG. Et donc du coup, en fait, en fonction des chapitres, on va suivre différents personnages. Donc à chaque fois, c'est indiqué. Donc vous allez voir, le chapitre 1, on démarre vraiment avec ce personnage de Prudence. Donc vous voyez, on a à chaque fois, vous voyez pas très bien, mais à chaque fois, on a donc le nom du personnage et
la date. Donc du coup, ça nous projette directement en fait dans du réel. On a quasiment, l'impression de lire, je sais pas, un espèce de journal intime, qui est d'ailleurs, parfois entre 2 chapitres. C'est assez sympa. On a, des petits bonus, des échanges de SMS, voilà, vous voyez? On rentre dans le portable des personnages et on voit, certaines de leurs conversations avec leurs camarades. Donc du coup, à travers les différents points de vue de chacun des personnages de temps qu'il le faudra, eh bien, on va suivre toute une année de leur vie de l'association. Donc c'est en 3 tomes, donc du coup, je ne sais pas quelle est la chronologie exacte, mais du coup, j'imagine qu'on les suit quand même sur pas mal de temps, puisque là, on les suit de septembre à décembre, donc c'est un trimestre. Donc j'imagine qu'un tome, ça fera à chaque fois un trimestre, et donc ça fait qu'on va les suivre sur toute une année scolaire, en tout cas j'imagine. Et donc du coup, bah, moi, gros coup de cœur, hein, pourtant qu'il le faudra. En fait, à la base, c'est un roman qui a été publié sur Wattpad, donc une plateforme où on peut donc proposer des histoires, que ce soit des fanfics ou des histoires originales. Et moi, j'avais commencé en fait à lire sur Wattpad et j'avais adoré. Mais c'est vrai que le format Wattpad, moi, c'est pas du tout même une application que j'utilise. Je lis très très peu en numérique, donc du coup tout ça, ça a été des freins pour moi. Et donc à l'époque où j'avais commencé sur Wattpad, j'étais en mode mais ça serait trop bien en fait de l'avoir en version reliée. Moi, je serais le premier à me procurer le roman si jamais il sortait en version reliée. Bah ça y est, Akata c'est dit la même chose que moi, c'est dit qu'il y avait quelque chose à faire et donc a contacté Cordelia et lui a proposé de sortir son roman en version reliée. Et alors, ils doivent pas regretter, Akata ni Cordelia, d'avoir accepté, puisqu'il y a déjà, en février, Akata a annoncé une rupture de stock, et donc qui nécessite une réimpression. Donc là, ça y est, c'est réimprimé. Normalement, si vous allez dans une librairie, soit il est déjà en rayon, soit vous pouvez le commander. Vous pouvez également le commander en ligne, notamment sur des sites qui vous permettent de commander via des librairies indépendantes, même si vous n'en avez pas une à côté de chez vous. Et moi, je me suis régalé. C'est exactement le type de roman que j'aurais adoré lire quand j'étais ado. Alors, je suis très content de l'avoir lu maintenant, mais en tout cas, ça aurait eu un fort impact, je pense, sur l'ado que j'étais, parce que du coup, on a 100% de personnages LGBT. On a vraiment tout le spectre qui est représenté. C'est super intéressant. Donc, on a des personnages gays, des lesbiennes, des bi, des trans. On a aussi une membre de l'association qui est en fauteuil roulant. Donc vraiment, voilà, on a tout plein de situations, de personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir justement dans les œuvres destinées particulièrement à la jeunesse. Voilà, moi je sais que quand j'étais ado, bah, tous les livres que je lisais, c'était forcément des personnages hétérosexuels et des relations hétérosexuelles. Donc là, bah, vraiment le fait d'avoir 100% de personnages LGBT, et vraiment, quand je vous dis LGBT, souvent on dit LGBT alors qu'au final il y a souvent que des personnages gays qui sont représentés. Là vraiment ça représente une grande partie de ce que peut regrouper la communauté LGBT. Et donc c'est intéressant parce qu'à la fois on voit la vie d'une association, et ça c'est très bien fait tout simplement parce que Cordelia elle-même fait partie d'une asso, donc forcément il y a beaucoup de son expérience qui est représentée dans le livre. Donc si vous n'avez jamais fait partie d'une asso, bah, ça peut être intéressant parce que ça vous montre aussi un petit peu les coulisses d'une association, comment ça fonctionne, voilà, quelle ambiance il peut y avoir au sein d'une association, qu'est-ce que ça peut permettre. Prudence, par exemple, qui vient de débarquer à Paris et qui connaît pas grand monde à Paris, bah, cette association, ça lui permet aussi de créer des liens avec d'autres personnes bah, qu'elle aurait peut-être pas rencontré autrement que par cette association. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment super. C'est assez facile à lire. Voilà, il y a pas mal de dialogues. C'est raconté à la première personne, donc avec les différents points de vue. Ça doit être hyper dur de jongler en termes d'écriture entre les différents personnages, parce qu'ils n'ont pas la même façon de s'exprimer, pas les mêmes points de vue.
Et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on a tous les points de vue qui sont représentés. C'est-à-dire que ça a beau être des personnages 100% LGBT, il y a des gros connards ou il y a des personnages voilà, qui sont pas forcément très ouverts d'esprit, et qui vont être extrêmement maladroits, voire irrespectueux avec d'autres personnes de la communauté euh, dans laquelle ils sont. On va voir que les mecs restent des mecs, c'est-à-dire que ils ont beau se déclarer féministes, dans les faits, ils le sont pas tant que ça. Donc voilà, c'est hyper intéressant de voir tous ces militantes et militants réunis dans ce roman, et qui représentent vraiment un spectre assez large. Évidemment pas tout le monde, hein, on ne pourra jamais faire ça dans aucune œuvre que ce soit, donc il y a forcément un parti pris par rapport au personnage et à l'histoire, mais en tout cas voilà, c'est très complet. Il n'y a pas besoin voilà, de forcément, comme je vous l'ai dit, avoir été vous-même bénévole dans une association ou d'être vous-même LGBT. Mais par contre, c'est pas non plus un roman que vous allez pouvoir offrir à une personne qui n'y connaît rien en termes de communauté LGBT. Parce que le roman, il n'est pas fait pour ça. Le roman, il est fait pour des personnes qui sont déjà sensibles aux thématiques LGBT. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vocabulaire, il n'y a pas, contrairement par exemple à une autre œuvre de Hakata, un manga, un comique même, puisque c'est en couleur Asana n'est pas hétéro, dont je vous avais parlé, où là, dans Asana n'est pas hétéro, ça commence par une intro avec beaucoup de pédagogie, qu'est-ce que c'est l'identité de genre versus l'orientation sexuelle, etc. Là, il n'y a pas du tout ça, il n'y a pas d'explication, donc on part du principe que vous connaissez ne serait-ce que le terme LGBT, etc. Donc ça serait, je pense, difficile à suivre pour une personne qui vraiment n'y connaît rien du tout, genre une personne qui ne sait pas ce que représentent les lettres LGBT, peut-être que ça serait difficile à lire ce roman-là. Mais voilà, c'est pas fait pour faire de la pédagogie, contrairement au Mari de mon frère aussi, par exemple, où on vous explique le drapeau LGBT, etc. Le mariage pour tous, qu'est-ce que c'est, etc. Là, il n'y a pas du tout ça, et c'est pas fait pour ça. Ici, c'est des histoires avec des hauts et des bas, des trahisons, des couples qui se font, qui se défont. Voilà, c'est en fait la vie de tous les jours. C'est juste que c'est des personnages LGBT, et je pense qu'on a besoin de représentation de ce type-là. Voilà. Alors, pour info, c'est bien parce que donc sur une des pages, vous avez en fait des content warnings. Donc, libre à vous de les lire ou pas, parce que voilà, certaines personnes pourraient se dire que peut-être de savoir que sur tel chapitre, il y a, je sais pas, je dis n'importe quoi, une agression lesbophobe, du coup, peut-être que certaines personnes ne veulent pas commencer le chapitre en se disant ah du coup je sais qu'il va y avoir une agression de ce type-là dans ce chapitre-là. Donc si vous voulez pas, ne les lisez pas. Moi par exemple je les ai pas lus les content warnings parce que je sais que j'ai la chance de pas avoir de vrai traumatisme qui ferait que si mon traumatisme est représenté dans une œuvre, vraiment ça me mettrait en grande difficulté. Moi j'ai pas ça, donc du coup je n'ai pas lu les content warnings, mais ils sont là si jamais vous pensez que vous pouvez avoir des thématiques qui vous touchent et qui peuvent vous faire du mal si jamais vous les lisez dans une œuvre, et ça vous permet peut-être de vous préparer psychologiquement, ou de sauter le chapitre si vraiment c'est un gros blocage pour vous. Donc moi je trouve ça très bien qu'il y ait cette page-là des content warnings. Personne ne vous oblige à lire cette page-là, hein. Vous pouvez commencer le récit sans avoir lu les content warnings. Donc voilà, c'est super chouette, ça se passe à Paris. Donc moi, vivant à Paris, c'est vrai que c'était sympa d'avoir différents lieux, etc. Ça évoque également de vraies autres associations, dont celle dont je fais partie. Donc j'ai bien aimé ce petit clin d'œil. Donc voilà, c'est un roman moi, que j'ai adoré et que je peux que vous conseiller parce qu'on a besoin de ces représentations-là, et surtout qu'on passe un super moment et que moi je suis maintenant hyper attaché au personnage et que j'ai très envie de connaître la suite et de savoir ce qui se passe entre elle et eux, parce que c'est que le tome 1 sur 3, donc forcément il va encore se passer
plein de choses. On a Reti qui est arrivé, qui dit: «J'arrive pile à cette œuvre-là, dommage d'avoir raté le début, je regarderai la rediff sûrement», et qui confirme, hein, dans Tant qu'il le faudra, il y a beaucoup de drama. On voit que Cordelia aime beaucoup ça, et on le voit d'ailleurs dans ses TikTok. Vous pouvez suivre son compte TikTok ou son compte Instagram, et vous verrez qu'elle fait des petites blagues là-dessus, justement sur le fait que quand elle écrit, elle peut pas s'empêcher de créer des dramas et des problèmes entre les personnages, et c'est tout à fait vrai pour ce tome 1 de Tant qu'il le faudra, mais c'est ça qu'on aime, hein, nous aussi, les lectrices et les lecteurs, on va pas se le cacher, c'est aussi ça qu'on aime. Donc ben voilà, on a toutes les sensibilités qui sont représentées, je le disais. Là, on a Kant, par exemple, qui dit que j'ai l'habitude de prendre des risques quand je lis ou regarde une œuvre. Si je commence à avoir peur de tout, je reste dans ma bulle. Bah voilà, chacun et chacune a une vision différente des réactions qu'il ou elle peut avoir à la lecture ou au visionnage d'une œuvre. En tout cas, ça ne coûte pas grand-chose, ça coûte une page du livre de faire des content warnings, et libre aux lectrices et aux lecteurs de se renseigner sur cette page de content warning ou de la passer et de aller directement au récit. Ça, c'est chacune et chacun qui fait le choix qu'elle veut. Donc globalement, sur le sondage, vous êtes beaucoup à avoir envie de lire Tant qu'il le faudra. Donc vous n'avez pas encore sauté le pas, moi je vous y encourage vraiment. Franchement, ça fait pas mal de pages, hein. Ce tome 1, on est à combien de pages? On est à plus de 300 pages. Juste vraiment sur le récit, parce qu'après vous avez aussi des petites illustrations et des fiches personnages. Vraiment sur le récit, on est sur 300 pages, mais comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup de dialogues, etc. Donc du coup, ça se lit vraiment assez vite, hein. Moi qui suis pas un grand lecteur de romans, je lis beaucoup plus de mangas. Malgré tout, moi je l'ai lu, j'ai lu assez rapidement, ne serait-ce que parce que quand on lit un chapitre, on a envie de savoir la suite, donc on se dit allez, encore un chapitre, et puis rapidement on arrive à la fin du récit. Donc bravo à Akata de proposer cette œuvre-là qui, comme je vous l'ai dit, cartonne, hein. Ça a été réimprimé car rupture de stock. Donc en général, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que ça se vend bien. Et surtout, Bruno nous l'a expliqué quand je l'ai interviewé sur cette chaîne, ça a été extrêmement bien distribué. La stratégie de distribution a fait que, tant qu'il le faudra, c'est beaucoup retrouvé très fortement exposé dans les rayons des librairies et aussi des réseaux type Fnac ou Cultura. Et donc c'est bien. C'est bien qu'il y ait ce type de récit qui soit aussi fortement exposé. Parfois, ces chaînes de magasins-là, c'est les seuls magasins de culture qu'on a près de chez soi quand on habite dans des endroits un petit peu plus reculés. Et donc, c'est bien que ce type d'œuvre inclusive puisse être autant mise en avant. On va continuer avec Tadam, mes yeux rivés sur toi. Voilà, je vais vous parler d'une nouvelle œuvre Akata, tant qu'il le faudra. C'est paru chez Akata, c'est un roman. Cette fois-ci, on revient au manga japonais, alors qu'on était là sur un roman français. Et on est donc sur Mes yeux rivés sur toi, dont on a pas mal parlé avec Bruno, que j'avais invité en février, justement, à l'occasion de la sortie de ce one-shot. Qui donc est sorti courant février, donc qui est disponible partout, qui est signé par Kuro Nohara, et donc en fait la particularité de Mes yeux rivés sur toi, c'est qu'en fait il était déjà disponible en numérique, puisque en fait Akata a proposé une parution chapitre par chapitre sur les plateformes de diffusion numérique, de lecture numérique. Et donc moi, j'avais découvert Mes yeux rivés sur toi justement grâce à cette parution
en numérique chapitre par chapitre et j'avais adoré tout simplement et donc là j'ai été ravi de pouvoir le relire en version reliée et bah, si comme moi vous l'avez déjà lu en version numérique, ça vaut complètement le coup d'avoir également la version reliée chez vous. Donc j'ai lancé le vote si jamais vous l'avez déjà lu ou si vous êtes déjà fait un avis, vous pouvez d'ores et déjà voter sur Mes yeux rivés sur toi. Sinon, je vais vous en parler plus en détail. Donc Mes yeux rivés sur toi, c'est une histoire assez, simple, hein, puisqu'on a donc, Takeru qui est, lycéen, qui a une, vie, quotidienne assez banale, hein, une vie de lycéen classique dans une petite bourgade de province comme le décrit Akata. Donc forcément, qui dit bourgade de province dit bah, non-dit, rumeurs et toute la vie classique qu'on attend des personnes qui vivent dans cette bourgade, donc c'est-à-dire se marier, avoir des enfants, acheter un logement. Voilà, la vie un petit peu pépère, classique, voilà. C'est la vie de cette petite bourgade de province. Mais cette vie-là, elle va être bouleversée pour Takeru avec l'arrivée d'un camarade de classe, donc au lycée, et ce camarade de classe s'appelle Kotaro, donc c'est Takeru, c'est lui, et Kotaro, c'est lui. Hop, je vous les montre de plus près ici. Donc voilà, lui c'est le nouvel élève et lui c'est Takeru. Et donc ce nouvel élève débarque au lycée et en fait bah, Takeru va se rendre compte que Kotaro c'était un de ses camarades de classe au primaire et qu'ensuite Kotaro avait déménagé et donc qu'ils ne s'étaient plus connus, plus fréquentés, ils n'avaient pas gardé tout simplement contact et donc ils ne s'étaient pas reparlé en fait depuis le primaire. Donc là c'est un petit peu des retrouvailles entre les deux jeunes hommes donc dans ce lycée et ben donc ils vont se parler, ils vont se rapprocher, ils vont découvrir un petit peu des sentiments qu'on peut découvrir bah, quand on est ado, quand on est lycéen. Et du coup, ça nous donne un récit extrêmement mignon. Je vais vous montrer, donc je vous ai dit, si vous l'avez déjà lu en numérique, il y a toutes les raisons d'acheter cette version de papier, parce que vous avez par exemple, au tout début, plusieurs illustrations magnifiques en couleur, vous voyez, ça déborde de mignonitude, hein. C'est vraiment extrêmement mignon. Il est de dos, donc ça va, je peux le montrer sur Twitch, malgré le fait qu'il n'est pas de haut. Voilà, vous avez toutes ces petites illustrations très mignonnes. Moi je suis très fan de la cover, excellent choix. Beaucoup plus que, je crois que enfin, souvent en fait c'était illustré, mais j'arrivais surtout à l'apparition numérique par ce visuel. Et bon, je trouve qu'il évoque pas grand chose tout seul, alors que la cover vraiment je la trouve extrêmement mignonne. Et d'ailleurs c'est en fait cette illustration elle est tirée d'une des scènes hein, du one shot Mes yeux rivés sur toi. Et Kuronohara a fait tout un message exclusivement pour cette version française. Donc voilà, le mot de l'auteur, il a été très bavard, hein, vous le voyez, c'est un petit peu comme une postface finalement, mais qui est du coup directement sur l'intérieur de la couverture. Et c'est très intéressant, vraiment je vous invite à le lire avant même de lire le récit, puisqu'il parle extrêmement bien de son œuvre. Voilà, il explique des choses intéressantes. Par exemple, il dit: dans ce manga, il n'y a pas de grand drame et vous ne trouverez pas de méchants antagonistes. Tous les personnages sont gentils. Pourtant, parfois, une parole maladroite, sans mauvaise intention, un petit rien va blesser Takeru ou Kotaro, et ça, pour eux, c'est significatif. J'ai dessiné le quotidien de ces deux-là en essayant de faire en sorte que les choses très ordinaires qui leur arrivent, et qui de l'extérieur peuvent parfois paraître futiles, puissent trouver un écho chez n'importe qui. Franchement, je peux pas mieux résumer et mieux parler de Mes yeux rivés sur toi. C'est Kuronohara qui le fait encore le mieux, et cette description est parfaitement vraie, parfaitement valable pour son œuvre à Kuronohara. Œuvre qui a un parcours assez particulier, puisque c'est un éditeur coréen en fait qui a collaboré avec Kuronohara pour sortir Mes yeux rivés sur toi. Là, il est sorti au Japon, mais via un crowdfunding, donc pas via
les gros éditeurs de manga, hein, contrairement au mari de mon frère qui est sorti chez un grand éditeur. Pourquoi je compare? Parce que tout simplement, Gangoro Tagame comme Kuro no Hara, ce sont à la base des auteurs, ce qu'on appelle nous ici des bara, mais qui s'appellent plutôt des gay comics au Japon, et donc qui sont voilà, beaucoup plus explicites, sexuelles, etc. Là, on est sur une œuvre totalement grand public, très pudique, hein, parce que les deux lycéens, en fait, ils ont beaucoup d'émotions, mais ils les expriment assez peu, ou alors, comme le dit Kuronohara, parfois maladroitement, ils osent pas non plus aussi faire parler totalement leurs sentiments, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la petite bourgade de province, donc toutes les rumeurs qui peuvent aller avec, etc. Et donc forcément, assumer une homosexualité dans une petite bourgade, que ça soit d'ailleurs en France ou au Japon, c'est compliqué. Voilà, ils vont pas forcément, ils vont y aller pas par pas, ils vont essayer de se trouver comment dire, des petits jardins secrets où voilà, il y a qu'eux qui connaissent ces lieux. Enfin, c'est très très mignon. L'évolution se fait vraiment naturellement. Nous, la fin est relativement ouverte, même si on comprend ce qu'elle signifie, la fin, mais ne vous attendez pas à une fin vraiment, comment dire, très explicite. Il y a beaucoup de choses qui sont implicites dans ce manga-là. Il y a d'ailleurs parfois pas beaucoup de dialogue, hein, vous le voyez, voilà, il y a pas beaucoup de bulles, et pourtant, ça déborde de sentiments entre ces deux garçons. Vraiment, c'est remarquable. Je vous parlais donc pour cette édition papier des illustrations qu'il y avait et qu'il n'y avait pas sur la parution numérique. Il y a également un chapitre bonus, donc ça, moi j'étais super content, j'avais trop hâte d'arriver au chapitre bonus, parce que du coup c'était la seule chose inédite pour moi, en plus des illustrations du début, puisque j'avais lu en numérique à la base, et franchement, il est utile. Ce chapitre bonus, il n'est pas accessoire, il arrive, c'est le chapitre 3, donc il est plutôt au milieu du récit, on va dire, et il est vraiment pas accessoire. Il est totalement utile au récit, donc je suis ravi que Kuronohara nous ait proposé ce chapitre en plus dans la version reliée de Mes yeux rivés sur toi. Alors quels sont les 3 mots-clés de Hakata? C'est province, adolescence et gay. Oui, hein, tout est plutôt bien résumé. En tout cas, je vois que vous êtes méga convaincus, hein. Là, il n'y a pas de débat. Vous êtes déjà beaucoup à l'avoir déjà lu, donc bravo et merci de soutenir cette très belle œuvre de Kuronohara. Et bien, les 57% qui ont voté je le veux, foncez, achetez Mes yeux rivés sur toi. En plus, c'est un one-shot, hein, donc vous aurez toute l'histoire en un seul achat. C'est assez conséquent, hein, ça fait pas mal de pages, hein, je sais pas combien de pages exactement ça fait. Est-ce qu'on a un petit sommaire au début? Non, pas tant que ça en fait. Il me semblait qu'il était assez épais, mais en fait c'est le papier. Le papier est assez épais. Mais bon, on a une histoire vraiment complète et trop mignonne. Trop mignonne. Vraiment, les deux lycéens, là, Takeru et Kotaro, sont vraiment adorables. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les 42-43% qui ont déjà lu Mes yeux rivés sur toi, mais moi j'ai trouvé ça vraiment adorable. C'est un récit extrêmement touchant. Et les deux, on a envie de les protéger, de leur dire mais allez-y, vivez vos sentiments, n'ayez pas peur, déclarez-vous, faites ce que vous avez envie, voilà, ce que vous avez envie de faire. Ils sont vraiment extrêmement touchants tous les deux, et je suis ravi de voir que dans le sondage, ça fait également l'unanimité en sa faveur. Et du coup, maintenant, on a vu donc le Boys Love, les titres là, LGBT, romans et mangas de Hakata. Et bien maintenant, on va passer au Yuri, le Girls Love. On va voir 3 titres Yuri. Alors, on va en voir 2 de Taifu, qui est le principal éditeur de Yuri,
Et on va finir par un Yuri de Glénat Manga. Alors qu'ils ne le marketent pas comme un Yuri parce qu'ils n'ont pas de collection Yuri, mais voilà, c'en est clairement un. Vous allez voir tout à l'heure. Pour le moment, la série Yuri dont je voulais vous parler, c'est Still Sick, dont le tome 2 est sorti il y a pas très longtemps là, chez Taifu Comics. Au total, la série fera 3 tomes. Donc je vais vous lancer le sondage. Alors je sais que vous êtes un petit peu moins Yuri, mais je vous jure que vous allez pouvoir être intéressé par les offres que je vais vous présenter. Voilà, je vous invite vraiment à essayer de découvrir ces œuvres-là, et notamment Still Sick, qui est, comme je l'ai déjà dit sur mes réseaux sociaux, pour moi une bonne porte d'entrée pour le Yuri, tout simplement parce que vous allez le voir, l'un en fait des personnages, elle, ici, en fait, non, pardon. Donc elle, pour vous faire un petit peu l'histoire de Still Sick. Donc elle, comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle Makoto. Donc Makoto, donc elle, c'est une salarywoman assez classique. C'est une chef d'équipe. Donc un poste quand même important, plutôt apprécié de ses collègues, elle fait bien son boulot, etc. Et à côté de ça, c'est une fan de Yuri elle-même, voilà. Elle adore le Yuri, et à tel point qu'elle en dessine elle-même. Elle fait des doujinshi, donc c'est-à-dire des œuvres éditées de manière amatrice, des œuvres voilà, qui mettent en scène des couples de filles. Donc c'est un peu Inception, une espèce de mise en abîme du Yuri dans le Yuri. Et donc, cette salarywoman très sérieuse au boulot, etc., eh bien, dans une convention, elle va croiser par hasard, si vous ne faites que m'écouter, là je suis en train de faire des guillemets avec mes doigts, donc par hasard, elle va rencontrer sa collègue que vous voyez ici, si du coup vous regardez le live, qui s'appelle Akane. Donc Akane va surprendre Makoto dans une convention. Voilà, elle a son stand où elle vend ses dojinshi Yuri. Et bien donc elle va découvrir que sa collègue, cette chef d'équipe tant respectée au travail, eh bien a donc cette passion-là, cette activité-là en parallèle de son boulot. Et donc voilà, forcément ça va créer des liens entre les deux femmes, Makoto va du coup initier un petit peu Akane au monde du Yuri. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une bonne porte d'entrée, puisque Akane elle-même est complètement novice en termes de Yuri. Donc du coup, voilà, on a pas mal de pédagogie de la part de Makoto pour expliquer ce qu'est le Yuri et ce qui lui plaît tant dans le Yuri. D'ailleurs, j'arrêtais pas de vous montrer le tome 1, alors que c'est voilà, le tome 2 qui est sorti le plus récemment. Donc voilà, tome 1, tome 2, il y en aura 3 au total. Donc moi j'ai été complètement conquis par ce Yuri qui est vraiment très intéressant, parce que déjà contrairement à Kase-san, à Citrus, etc., ça met en scène non pas des lycéennes, mais donc du coup des salarywomen. Donc c'est un récit un petit peu plus mature entre guillemets, on va dire, en tout cas avec des personnages qui ne sont pas lycéennes, donc qui potentiellement sont un petit peu plus matures, et on verra que c'est la thématique ce soir sur les Yuri que je vous présente. On n'est pas du tout sur du Yuri lycéen. Et donc dans Still Sick, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a ce côté voilà, très otaku, passionné, et donc ça c'est assez c'est intéressant, parce que nous-mêmes on est des passionnés, voilà, on est des passionnés, donc plutôt ici sur la chaîne Yaoicast de Boys Love. Elle est plutôt passionnée de Yuri, mais au final ça se rejoint beaucoup, et donc du coup moi j'ai retrouvé une espèce de vibe de otaku shoujo, disponible en France chez Kana si je me trompe pas, que moi j'adore, hein. Wotakoi Wotakoi en version originale, nous en français Otaku Otaku. Et voilà, on a un petit peu cette vibe là avec du coup ce personnage de Makoto extrêmement
passionné par le Yuri, c'est assez sympa. Et surtout, ben, on va découvrir pourquoi, voilà, tout à l'heure je vous mettais des guillemets sur le elle a rencontré Akane par hasard Makoto dans cette convention. Bon, on va découvrir que derrière, peut-être que c'était pas tant un hasard que ça. Et donc c'est intéressant, il y a des thématiques autour de la création qui vont du coup entrer en jeu dans ce récit. Et évidemment, hein, on est dans un Yuri, donc forcément, bah, ces deux femmes-là, il y a aussi des choses qui vont jouer du côté relationnel. Et franchement, côté relationnel, je peux vous dire que Makoto, elle est d'une patience mais extraordinaire parce que Akane, elle est pas toujours hyper tendre avec elle, hein. Franchement, elle elle est assez compliquée à gérer. Elle est pas hyper tendre. Voilà, elle va beaucoup taquiner, embêter Makoto. Elle va un petit peu, en comprenant ses sentiments, elle va un petit peu la faire tourner en bourrique. Elle va pas être très très claire. Bon, voilà, c'est compliqué entre elles deux, hein. C'est pour ça qu'il faut 3 tomes, à mon avis, avant d'arriver à la conclusion pour ce couple-là. Mais voilà, la relation entre les deux, quand même, elle n'est pas facile à se créer. Et Makoto est d'une patience, comme je le disais, assez incroyable. Sinon, que vous dire bah voilà, je peux vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc là, c'est l'intérieur du tome 1 avec cette petite illustration couleur. Alors, les dessins sont ni excellents ni mauvais. Voilà, moi, c'est pas spécialement les dessins qui m'ont impressionné, qui m'ont bouleversé dans cette œuvre-là. On va être honnête. Mais par contre, bah, côté scénario, côté histoire, on se régale dans cette relation entre ces deux femmes, bah, voilà, qui est compliquée, comme je vous le disais. Voilà, pas évidente à gérer entre les deux. Mais du coup, bah, on suit ça avec d'autant plus d'intérêt et de passion, hein, plutôt qu'elle se saute dessus dès le premier tome. Là, on a une relation beaucoup plus complexe et beaucoup plus mature, comme je vous le disais, mais qui, dans ce tome 2, va vraiment avancer, hein. Voilà, vous voyez. Il y a un petit indice sur cette illustration. Évidemment, je vous laisserai découvrir ça dans le tome 2 de Steelseek. En tout cas, c'est à double tranchant là, dans le sondage. Soit vous avez très envie de lire ce tome 2 de Steelseek, soit vous n'êtes pas intéressé. C'est pas du 50-50, mais quasiment. Mais il y a quand même une majorité, malgré le faible nombre de votants, qui voilà, disent qu'ils ou elles sont intéressés par ce tome 2 de Steelseek, qui est donc disponible chez Taifu Yuri. Donc voilà pour ce premier titre Yuri dont je voulais vous parler. On va rester, et alors cette fois-ci, alors c'est contrairement à Steelseek où je vous en parle pour la première fois en stream. Là, le titre suivant, je vous en ai déjà parlé, mais parce que je fais le forcing dessus, parce qu'il y a trop peu de gens qui en parlent, alors que c'est une petite pépite. Ça s'appelle Octave, et ça y est, le 6e et dernier tome est sorti. Donc si vous voulez vous y mettre à cette série, eh bien, ça y est. L'intégralité de la série est maintenant disponible chez Taifu Yuri. Il y a donc 6 tomes au compteur, et franchement, c'est pas du tout de trop. Comment dire, le récit va pas en longueur. Les 6 tomes sont tout à fait nécessaires. Et on se régale, et franchement moi j'en aurais presque pris du rab, hein, parce que alors la fin est satisfaisante, clairement. Ça c'est toujours le petit risque dans ces séries qui durent, c'est qu'on soit déçu de la fin du récit. Là c'est pas le cas, voilà, on est rassasié, on est content de la fin qui nous est proposé. Donc voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur avec cette double page en couleur avec le sommaire.
Et donc on parlait de récits matures, bah là on est également là-dessus puisqu'on n'est pas sur des lycéennes. On a d'un côté Yukino, donc Yukino elle a autour de 19 ans, et l'autre personnage qui s'appelle Setsuko, elle a 23 ou 24 ans, je sais plus, ou 22. Enfin bon, en tout cas, elle a largement la vingtaine. Et donc du coup, voilà, on est sur un récit là aussi extrêmement mature. Et vraiment, je le dis à chaque fois que je parle de ce manga, mais parce que vraiment je trouve que c'est tout à fait vrai et tout à fait juste, ce manga aurait tout à fait pu intégrer pour moi le catalogue d'Akata. Parce que bah, on est sur un titre certes étiqueté Yuri, mais qui a une maturité et qui aborde des thématiques qui font que c'est aussi un manga de société. Et donc, dans Octave, voilà, vous allez entendre parler de bisexualité, vous allez entendre parler de féminisme, vous allez entendre parler de harcèlement sexuel, vous allez entendre parler d'idol et de voilà quel est un petit peu le sort réservé à certaines des idoles, tellement il y en a au Japon, et pour cause. Donc du coup, Yukino, dont je vous parlais, et qui fait la couverture de ce 6e et dernier tome, eh bien, Yukino, elle a été idol quand elle avait 17-18 ans. Elle a été dans un groupe, alors qui a un petit peu percé, mais pas suffisamment pour vraiment en faire sa carrière. Elle n'a pas pu faire de carrière d'idol. Et donc du coup, elle a dû retourner en fait dans son village natal. Donc là aussi, on parlait de ça avec Mes yeux rivés sur toi. Le côté petite bourgade de province, bah, elle est totalement là-dessus. Et bah, c'est pas évident de retourner à un endroit où bah, tout le monde avait, je sais pas, à la fois beaucoup d'espoir pour elle, et à la fois elle était aussi très jugée parce que bah, qui dit idol dit potentiellement des shootings avec des petites tenues, etc. Et ça peut être mal vu par certaines personnes dans cette petite bourgade de province. Donc dans un premier temps, elle va revenir, une fois que sa carrière malheureusement d'idol se termine, elle va revenir dans sa bourgade de province. Et puis finalement, elle va prendre son courage à deux mains et elle va retourner d'elle-même à Tokyo. Alors pas du tout dans les mêmes conditions que quand elle était idol, hein. Elle va être dans un tout petit appartement. Elle va avoir un métier qui est lié au milieu des idoles, donc c'est-à-dire que son ancien manager va l'embaucher, et donc elle va devenir elle-même manager d'idol. Donc là aussi, c'est quelque part un petit peu cruel, puisque elle rêvait d'être dans l'écran, et là, elle est un petit peu derrière, elle est en coulisses, elle va elle-même manager des chanteuses, des idoles. Donc voilà, on a un petit peu ce côté un petit peu cruel. Et donc à Tokyo, elle va rencontrer dans une laverie qui lui appartient, pas à Yukino mais à l'autre personnage, à Setsuko. Donc elle va rencontrer Setsuko dans cette laverie, ainsi que son frère qui s'appelle Mari. Donc Setsuko et son frère Mari. Et donc ça va être un petit peu son premier contact, ou en tout cas ses seuls contacts un petit peu humains, un petit peu sociaux à Tokyo en dehors de son travail. Et donc bah, elle va notamment particulièrement discuter avec Setsuko. Et bah, Setsuko, elle a un petit peu craqué sur Yukino. Alors Yukino, elle, côté sentimental, elle n'a jamais eu de petite amie, hein, que ce soit garçon ou fille. Alors que Setsuko, elle, bon, déjà, elle est plus âgée et elle a un petit peu plus d'expérience, autant avec les hommes que avec les femmes, puisque elle se définit elle-même bi. Donc voilà. Et donc du coup, les deux jeunes femmes vont se rapprocher. Forcément, Yukino, bah, elle, ça va lui poser plein de questions, parce que non seulement elle a jamais eu de relation amoureuse ni sexuelle, mais en plus, elle, dans sa bourgade de province, c'est un homme, ça va avec une femme, ça va avec un homme. Hein. Donc du coup, voilà, forcément, ça va l'interroger, le fait que ce soit une femme qui la séduise et qui lui provoque elle-même des sentiments, quelque chose, voilà, qui va peut-être un petit peu la questionner, la perturber. C'est quelque chose, voilà, peut-être
une chose à laquelle elle ne s'attendait pas, d'être troublée par une autre femme. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, cet aspect-là. Comme je vous l'ai dit, voilà, le fait que Setsuko soit bi, c'est également très bien traité. Ça va aussi entrer en jeu dans la relation entre les deux. À un moment donné, Yukino va être un petit peu jalouse de Setsuko, qui a déjà eu des expériences avec des hommes, donc elle se dit bah moi j'en ai jamais eu, donc on est quelque part pas à égalité, toi tu as plus d'expérience et notamment avec les hommes alors que moi j'en ai aucune, donc ça va entrer en jeu. Et globalement tout au long des 6 tomes en fait, ça va beaucoup tourner autour des questionnements qui vont traverser l'esprit de Yukino et de Setsuko. Voilà, leur relation va amener beaucoup de questionnements. Contrairement à Mes yeux rivés sur toi, où voilà, ils communiquent pas énormément tout en ayant beaucoup de sentiments l'un pour l'autre, et ça se voit, ça se comprend dans les gestes, dans les attentions qu'ils vont avoir l'un pour l'autre. Là, Yukino et Setsuko, c'est tout l'inverse. Elles communiquent et parfois trop, elles vont vraiment se poser beaucoup de questions, la moindre petite phrase éventuellement maladroite ou qui est sortie alors qu'elle ne devait pas sortir, bah, ça va créer voilà, tout un conflit. Voilà, elle se questionne énormément, elle se torture beaucoup l'esprit. Mais c'est ça qui est intéressant et qui fait que ce récit, qui est en 6 tomes, bah, on s'ennuie jamais, parce qu'à chaque tome, il va y avoir un petit peu un gros questionnement. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va être par exemple pour Yukino de se questionner sur son rapport aux hommes. Voilà, le fait qu'elle ait jamais eu de relation avec un homme. Ça va pouvoir être sur le fait d'assumer d'être en couple avec une femme. Quand elle va aller dans sa bourgade de province avec Setsuko et que bah, voilà, on va la questionner sur sa relation avec Setsuko, etc., bah, forcément, Yukino, elle va peut-être pas forcément vouloir assumer que c'est une femme avec laquelle elle a une relation plus qu'amicale. Voilà, il y a plein de questionnements vraiment très intéressants. Comme je vous l'ai dit, il y a aussi la question du féminisme qui est frontalement abordée, la question du harcèlement sexuel des hommes envers les femmes, donc je vous le disais aussi, la bisexualité, les idoles, voilà, la jalousie aussi, voilà, il y a vraiment tout un tas de thématiques hyper matures, hyper intéressantes qui est traitée dans Octave. Donc vraiment, je trouve que c'est complètement sous-estimé. Je pense aussi que malheureusement, le trait de Haru Akiyama peut aussi peut-être un petit peu faire peur, et je vais pas vous mentir, hein, à l'intérieur, c'est comme sur les couvertures, hein. On a un trait voilà, qui est effectivement pas exceptionnel. Franchement, on va se dire les choses. Le dessin n'est clairement pas le point de fort d'Octave. Alors il faut savoir que c'est une série qui est sortie en 2010, je crois. En tout cas, le dernier tome est daté, ouais, c'est sa copyright 2011. Donc c'est sorti à la fin des années 2000, tout début des années 2010. Donc il faut aussi le prendre en compte dans le style graphique. Mais ne vous arrêtez pas à ça, je vous jure que vous n'allez pas regretter votre lecture d'Octave. Franchement, encore une fois, je suis désolé, je prends un parti Agatha alors que ils se sont pas, comment dire, positionnés sur ce manga-là. Mais je pense que si c'était sorti chez Agatha, bah, ça, tout simplement, tout le monde, beaucoup de gens, beaucoup plus de personnes parleraient de ce titre-là et l'encenseraient parce qu'il est vraiment profond, mature et qu'il aborde des thématiques qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les mangas et particulièrement dans un Yuri où globalement, je ne veux pas faire de généralité, mais en tout cas dans les titres qu'on a en France, c'est des récits plutôt entre guillemets légers qu'on a. Alors que là, vraiment, il y a des thématiques, comme je vous l'ai dit, très difficiles qui sont abordées. Moi, j'adore et je profite du coup de la sortie de ce 6e et dernier tome d'Octave pour vous encourager à vous y intéresser. Voilà, essayez le premier, le deuxième tome, et je vous jure que vous allez pas être déçus. C'est vraiment un récit passionnant et je pleure qu'on soit arrivé au 6e et dernier tome. J'avais pas envie de quitter Yukino et Setsuko, mais voilà, avec la fin que Haru Akiyama nous propose,
on accepte de les quitter, ici, même si moi j'aurais aimé continuer à les suivre. Mais voilà, c'est comme ça, le 6e tome, c'est le dernier. En tout cas, là aussi, c'est assez partagé, puisqu'on est sur du moite-moite 50-50 de positif et de négatif. En tout cas, personne parmi les votantes et les votants au sondage n'a encore lu Octave. Donc j'ai bien fait de vous en parler, et j'espère que, en tout cas, c'est le cas de certaines et certains d'entre vous, visiblement vu les résultats du sondage, je vous aurais donné envie de le lire, parce que vraiment c'est un manga complètement sous-coté et qui pourtant pourrait plaire à tellement de monde. C'est dommage, et j'espère que cette erreur sera réparée et que plusieurs d'entre vous pourront vous intéresser à ce manga. Bon, Oalo a lu les 3 premiers tomes et malheureusement n'a pas du tout accroché. Bon, je n'hésite pas, Oalo, à développer ton avis, parce que pour moi, Octave, à part le dessin, a vraiment tous les atouts pour convaincre. C'est vraiment un récit que j'ai trouvé extrêmement passionnant, extrêmement bien mené, raconté, avec des thématiques très bien, j'allais dire exploitées, le mot est un peu maladroit, mais en tout cas des thématiques très bien mises en avant et très bien expliquées. Voilà donc pour Octave, série en 6 tomes qui est maintenant terminée, donc pas d'attente pour vous si jamais vous souhaitez vous y mettre. Oalo qui précise, qui dit: j'ai du mal avec l'héroïne, donc Yukino. C'est peut-être le côté, le fait qu'elle se pose beaucoup de questions, peut-être. Bon, voilà. Après, chacun ses goûts. Je vous encourage en tout cas à vous faire votre propre avis sur ce titre-là. Et le dernier titre de ce soir, c'est également un titre Yuri, alors qui est dans la catégorie shoujo. Hop, je vous montre ici, voilà, shoujo manga. Et ce titre-là, c'est Alter Ego. Et donc, si vous avez un petit peu suivi mes teasings sur les réseaux sociaux, je vous ai dit qu'on allait parler à la fois de BD et de romans, de Boys Love Yuri LGBT et d'œuvres européennes et d'œuvres japonaises. Ben là, on est sur une œuvre européenne. Tout à l'heure, on était sur un roman français. Ben là, on est sur un global manga. Un manga signé par une autrice espagnole qui s'appelle Ana C. Sanchez. Donc je vais vous lancer le sondage pour Alter Ego. Donc Alter Ego, c'est sorti aux éditions Glénat Manga. Donc Glénat, c'est la première fois, hein, moi, que je vois un Yuri chez eux, donc qui a intégré la collection shoujo, hein, c'est assez logique. Et d'ailleurs, vous allez voir quand je vais vous en parler, Alter Ego, c'est vraiment un shoujo. Très clairement, on retrouve beaucoup de codes, entre guillemets, du shoujo. Donc c'est assez logique que ça soit rangé dans cette catégorie chez Glénat Manga. Donc Alter Ego, c'est l'histoire de Noël. Donc Noël, c'est elle sur la couverture. Vous voyez, elle est un petit peu énervée, vous allez comprendre pourquoi. Qui est amoureuse, donc Noël, de Elena, que vous voyez pas sur ce côté-là, que vous voyez ici, qui est au milieu. Voilà, ça c'est Elena. Donc Noël est amoureuse de Elena. Donc toutes sont à la fac, donc elles ont une vingtaine d'années. Donc Noël est folle amoureuse de Elena, sauf qu'elle lui a jamais avoué, donc elle garde ça enfoui en elle. Et donc Elena, elle est pas du tout lesbienne, elle aime pas les femmes, et elle sort même avec un garçon, Hiro. Et ça passe pas chez Noël. Elle accepte pas que la personne dont elle est amoureuse puisse sortir avec quelqu'un d'autre qu'elle. Et donc du coup, elle lui fait payer. Elle arrête pas de s'énerver contre Elena. Voilà, elle est hyper agacée, hyper désagréable, que ce soit avec Elena ou avec son copain Hiro. Donc voilà, on est vraiment
dans un personnage que vous n'allez pas apprécier au premier abord, parce que elle est vraiment hyper en mode vénère, mais tout simplement parce qu'elle a du mal à gérer sa frustration et à gérer le fait que son amie, celle qu'elle aimerait être son amoureuse, lui échappe. Et donc c'est sa manière un petit peu de l'exprimer. Dans cette équation-là, il y a donc une autre personne qui est une amie de Elena qui s'appelle June, donc une amie qui à distance en fait qu'elle a connue via internet parce que June écrit des histoires sur internet et notamment voilà, sur des sites type en fait Wattpad, enfin des forums, voilà, etc. Et Elena est la première fan de June, et donc du coup à force de commenter les histoires de June, Elena et June ont échangé leurs numéros, ont discuté, etc. Et elles se sont même déjà vues quand June est venue dans la ville dans laquelle habite Elena. Donc elles sont vraiment devenues amies, à distance certes, mais amies. Et là, la grande nouvelle, c'est que June va déménager définitivement dans la ville dans laquelle habitent Noël et Elena. Donc alors Noël, déjà qu'elle était super vénère parce que Elena a un petit ami, là elle va être doublement vénère puisque donc non seulement Elena passe beaucoup de temps avec Hiro, mais en plus avec l'arrivée de June, Noël, le truc qu'elle craint, c'est que elle puisse ne plus du tout avoir Elena rien que pour elle, qu'elle doive la partager non seulement avec Hiro mais aussi avec June. Donc du coup ça, pareil, même attitude exécrable avec June qu'avec Elena et Hiro. Elle va voilà, être hyper désagréable avec elle dès le début sans même la connaître. Alors elles se sont rencontrées avant de manière un petit peu officieuse et hasardeuse. Voilà, elles se sont rencontrées et elles ont déjà discuté, mais à partir du moment où Noël comprend qu'il s'agit de June, c'est terminé, blacklist, voilà, je t'apprécie pas, donc je vais être désagréable avec toi. Enfin, je t'apprécie pas. Je cherche même pas en fait à essayer de te connaître. Je pars du principe que tu me voles Elena, la fille dont je suis amoureuse, donc tu es forcément une mauvaise personne et j'ai pas envie de faire d'efforts pour te connaître et pour t'intégrer à notre groupe. Donc voilà, donc on est sur quelque chose d'assez classique, je vous le disais, c'est vraiment c'est vraiment du shoujo. Et on sent voilà, que Anna C. Sanchez a dû pas mal en consommer elle-même, parce qu'on retrouve beaucoup de codes avec, ne serait-ce qu'au niveau du dessin, alors qui est vraiment très chouette, hein, pour le coup, le dessin, je vous disais dans Octave et Steelseek que le dessin c'était pas tout à fait ça. Là dans Alter Ego, franchement, chapeau à Ana C. Sanchez. Honnêtement, si on n'avait pas le nom de cette autrice espagnole, on pourrait tout à fait penser que c'est un manga japonais écrite par un auteur ou une autrice du Japon. Franchement, le dessin est hyper propre. Le découpage aussi, je l'ai trouvé assez agréable, assez, comment dire, proche d'un manga écrit par un ou une japonaise. Donc c'est vraiment convaincant de ce côté-là. On passe également un très bon moment. Alors clairement Noël, comment dire, on peut se dire que c'est une tête à claque. Moi je pense pas ça. Je pense que tout simplement elle ne sait pas comment exprimer sa frustration. Elle ne sait pas comment exprimer sa tristesse de voir la personne qu'elle aime lui être inaccessible, et que ça se manifeste tout simplement de manière extrêmement négative et voilà, un petit peu exubérante, quoi, on va dire. Vraiment très visible. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Alors clairement, là je vous ai raconté le synopsis. Ah oui, non, je vous ai pas précisé un truc qui ne vous aide pas si je vous le dis pas. C'est que donc June est également amoureuse de Helena. Donc on a les deux
les deux filles, Noël et June, qui sont toutes les deux amoureuses de Helena, et donc qui sont un petit peu rivales. Donc du coup, en vous disant ça, vous pouvez vous imaginer, et vous imaginez bien, je peux vous le dire, ce qui va se passer dans Alter Ego. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est June et, Noël sur la cover, hein, vous aurez bien compris ce qui va se passer, mais ça, à la limite, c'est pas pour ça qu'on lit un shoujo, c'est pas pour ça qu'on lit un boys love, c'est pas pour ça qu'on lit un yuri, on sait comment ça va se finir a priori, c'est quand même le but de ces œuvres-là. Même si, bien sûr, il peut y avoir des exceptions. Mais là, c'est plutôt ce que vous pouvez imaginer. Donc l'enjeu, il n'est pas tellement sur qu'est-ce qui va se passer dans le manga, mais voilà, il est plus sur comment va se dérouler l'histoire. Et globalement, on a un récit à la fois assez comique, voilà, justement les réactions euh, exagérément négatives de Noël, ça va constituer aussi un espèce de running gag dans ce one-shot. On va avoir voilà, quelques petits instants gênants ou rigolos, etc., qui vont être mis en scène dans le manga. Et puis, petit à petit, forcément, on va avoir des instants aussi beaucoup plus mignons, beaucoup plus tendres, beaucoup plus sincères. Et également, voilà, on va découvrir des facettes de la personnalité de certains personnages qui parfois sont assez dramatiques aussi. Donc on a un petit peu tous les registres. Globalement, on va être sur un schéma, je le dis, assez classique du shoujo. Donc pas beaucoup de surprises dans ce one-shot, mais pour autant, ça en fait une très agréable lecture. Moi, pour être tout à fait franc, j'en avais vu des reviews assez mitigées, on va dire, voilà, pas hyper enthousiastes. Donc j'appréhendais ce one shot avec un peu d'inquiétude. Voilà, je me suis dit que ça allait être un truc un peu même très bof. Et franchement, non, moi j'ai passé un excellent moment en lisant ce one shot. J'ai trouvé que les personnages étaient assez attachants et qu'on retrouvait un shoujo certes classique, mais agréable à lire. Et donc vous voyez, là je vous montre des petites illustrations qu'il y a à la toute fin du manga, qui montrent que le dessin de Hanase Sanchez est vraiment très chouette. Donc oui, je reviens sur ton commentaire, Reti, qui dit haha, c'est vraiment du shoujo. Pour toi, il me semblait que ça faisait partie de la nouvelle collection Shoujo Plus, soi-disant différente des shoujo classiques. Alors en fait, je pense que tout simplement, il a été mis dans cette collection Shoujo Plus. Alors, d'ailleurs, collection qui n'apparaît nulle part, hein, vous voyez, que ce soit ici ou ici. Alors, comment vous avez Shoujo Plus. Donc c'est juste que de manière un petit peu marketing, il est vendu dans cette collection qui n'est du coup pas vraiment une collection, puisqu'en fait il n'y a qu'une collection, c'est la collection Shoujo. Et en fait je pense que tout simplement en fait il a été vendu comme un manga Shoujo plus, donc soi-disant effectivement différent des Shoujo que Glénat a pu qualifier de classiques, tout simplement parce qu'en fait c'est deux filles plutôt qu'un garçon et une fille. C'est vraiment la seule différence que je peux voir avec d'autres shoujo. Sinon, on est vraiment dans un shoujo romantique assez classique. Du coup, le seul reproche que je pourrais faire avec ce one-shot Alter Ego, c'est que parfois il y a des réactions un petit peu immatures, notamment de la part de Noël, qui font qu'on a un petit peu de mal à se dire que ce sont des filles. Je crois que June elle a 24 ans, que les autres doivent en avoir 22. Enfin bon, on a un petit peu de mal à se dire qu'elles ont déjà cet âge-là, parce que Noël elle a quand même beaucoup de réactions hyper immatures. Donc certaines réactions de Noël passeraient si c'était une lycéenne. Là, elle est censée être étudiante, adulte, etc. Et on se dit, bon,
Quand même, si elle en est encore à ce stade-là, sur certaines de ses réactions, bon, c'est qu'elle est pas bien avancée dans sa vie quand même, hein. Donc voilà, je pense que ça aurait été plus réaliste de les faire peut-être plus jeunes. Ça aurait, rendu plus crédible et plus logique certaines des réactions, notamment de Noël qui est vraiment extrêmement, immature, mais qui évolue. Et ça, j'aime bien, voilà, les récits. C'était le cas par exemple de Le Libertin et le piège de l'amour, où on a au début un lycéen complètement idiot, un ado vraiment qui a des réactions extrêmement immatures, mais normales, enfin normales, qu'on peut comprendre chez un ado, et qui, au fur et à mesure, va vraiment prendre en maturité et va devenir adulte. Elle suit un petit peu le même chemin. Au début, voilà, elle va vraiment avoir des réactions extrêmement immatures, et petit à petit, elle va évoluer dans le bon sens. Et là aussi, où je disais, où c'est un shoujo assez classique, c'est que le fait que ce soit deux filles, ça constitue pas un enjeu dans le récit. À aucun moment donné, on va parler de lesbianisme, à aucun moment donné, l'une ou l'autre vont évoquer le fait d'aimer une fille en étant une fille. Voilà, donc du coup, le fait que ce soit des filles, finalement, c'est pas constituant du récit. Donc voilà. Reti qui dit: Oh, j'ai dû partir, j'ai loupé Steel Seek, je me permets de dire que j'attends le tome 3, car vraiment petite série bien agréable à lire. Eh bien, je suis bien d'accord avec toi. Sur Alter Ego, là, comme tous les Yuri que je vous ai présentés ce soir, je sais, je continue à en parler parce que je suis sûr que certaines personnes découvrent malgré tout des titres grâce au fait que j'en parle. Vous êtes partagés, voilà, il y a 40% de je le veux, 40% de bof. Donc on est un petit peu peut-être sur une hésitation, et 20% de pas intéressé. Voilà, c'était donc le dernier titre que j'avais envie d'évoquer avec vous. Et donc, eh bien, on va un petit peu repasser en revue tous les titres que on a vus ce soir, justement, si vous étiez peut-être pas là au début, et pour faire tout simplement un récap avant de se quitter. On a commencé avec du Boys Love, et avec plus précisément The Monster Exposed, le tome 1 de cette série de Ogeretsu Tanaka, qui évoque des thématiques extrêmement difficiles, et notamment celle des violences conjugales. Donc vous avez le petit livret qui accompagne le tome 1 de The Monster Exposed. Ogeretsu Tanaka, extrêmement grand talent pour nous proposer des récits très porteurs de beaucoup d'émotions difficiles, durs, et aussi des scènes. C'est ça qui est fort, c'est que malgré un récit très compliqué, elle nous propose aussi des scènes de sexe très réussies, et ici dans The Monster Exposed, en version en plus non censurée chez Taifu Comics. Toujours chez Taifu, on a vu aussi à l'occasion de la sortie du tome 2 en fin janvier, Kacho Fugetsu, le tome 3 sort très bientôt aussi. Donc cette série de Yuki Shimizu, avec toute une galerie de personnages et tout plein de drames qui les entourent. Grâce à ce tome 2, on comprend mieux où Yuki Shimizu a envie de nous amener, et clairement, comme toutes ces autres séries, elle va nous amener sur un récit qui va vraiment présenter tout plein de personnages, et qu'elle va construire en fait petit à petit. Donc vraiment, je vous ai pas parlé de Kacho Fugetsu avec seulement le tome 1 parce que j'avais besoin de ce tome 2 pour me faire mon avis, et pour moi c'est plus qu'encourageant. J'ai hâte de lire la suite de Kacho Fugetsu, et je suis sûr que ça va être une très très belle série quand on aura tous les tomes. On est ensuite parti du côté de chez Akata avec du roman. Et oui, pas d'image, très peu en tout cas. On a vu qu'il y avait quelques petites illustrations à la fin, avec le tome 1 de Tant qu'il le faudra, et on aura 3 au total. L'histoire de bénévoles dans une asso LGBT avec 100% de personnages LGBT. Qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que c'est bien écrit, qu'est-ce que on se régale avec tout le drama que nous crée Cordelia. C'est un roman français
qui se lit extrêmement facilement et rapidement parce que de toute façon on enchaîne les chapitres parce qu'on a toujours envie de connaître la suite. C'est très inclusif, c'est très chouette. Moi je me suis régalé avec ce tome 1 et on ne s'y trompe pas, rupture de stock et réimpression pour le tome 1 de temps qu'il le faudra. Donc allez vite rejoindre le mouvement et vous aussi vous régaler avec les aventures de ces bénévoles de l'association OMAG. On reste chez Akata avec mes yeux rivés sur toi. Cette fois-ci, on revient au format manga avec cette très belle histoire de Kuro Nohara, l'histoire très tendre de deux lycéens qui débordent de sentiments l'un pour l'autre, mais qui l'expriment avec beaucoup de pudeur et avec beaucoup de prudence que leur impose le fait qu'ils vivent dans une petite bourgade de province. C'est très beau, c'est très mignon, c'est très intelligent. Kuronohara en parle avec brio dans son mot de l'auteur que vous trouvez au début et que je vous encourage à lire avant de lire le récit. C'est tout simplement un très gros coup de cœur et je pense que tout le monde devrait le lire et en parler pour qu'il y ait un maximum de monde qui puisse découvrir ce très très beau récit de Kuro Nohara. Ensuite, on a fait un gros focus Yuri. On a commencé avec Taifu et sa série Steelseek dont parlait Reti sur le chat. Steelseek avec ces deux femmes, l'une autrice de Dojinshi et fan de Yuri et l'autre qui est sa collègue et qui donc va découvrir les activités de parallèles entre guillemets de sa collègue et qui va se laisser un petit peu entraîner alors avec beaucoup de plaisir derrière dans les délires de cette fan de Yuri. Très bonne porte d'entrée pour le Yuri puisque donc comme Akane, on va pouvoir apprendre plein de choses grâce à Makoto, la fan de Yuri, sur cette catégorie éditoriale. Ensuite, énorme coup de cœur Yuri pour moi. Au-delà d'un Yuri, oublions qu'il fait partie de cette catégorie éditoriale, c'est un très très beau récit, à la fois certes une histoire d'amour mais aussi plein d'autres thématiques qui sont abordées, le féminisme, le harcèlement sexuel, les idoles, il y a vraiment toute une palette de thématiques très intéressantes qui sont abordées et toujours avec beaucoup de justesse par Haru Akiyama. C'est vraiment une très très belle série. Là, c'est le 6e et dernier tome qui est sorti. Malgré les dessins, je sais, assez imparfaits, moi-même, c'est pas trop mon style de dessin. Malgré ce dessin-là, passer outre parce que derrière, on a un très très beau récit, hyper mature et extrêmement intéressant, stimulant intellectuellement aussi. Octave, c'est en 6 tomes, donc série terminée, ça y est, chez Taifu Yuri. Et enfin, on a vu toujours du Yuri, beaucoup plus là shoujo, sur Octave, on est sur un récit assez mature. Là, on est vraiment sur du shoujo romantique qui pourrait presque être lycéen, parce qu'on a des personnages qui sont pas forcément toutes matures, mais en tout cas on passe un excellent moment. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé et c'est très encourageant. J'espère qu'on pourra découvrir d'autres œuvres de Hanase Sanchez, parce qu'on sent que c'est un petit peu on sent que c'est une première œuvre, à mon avis en tout cas c'est une première œuvre, on le sent dans quelques maladresses dans le récit, mais on a un one shot qui se tient très très bien et qui nous fait passer une très agréable lecture avec tout ce qu'on aime dans un shoujo, donc à la fois de la comédie mais aussi des moments un petit peu plus sérieux, un petit peu plus difficiles. Et au final, une belle histoire d'amour qu'on voit se construire. C'est très agréable et ne serait-ce que pour le dessin, vous voyez, on peut se régaler des magnifiques illustrations de Ana C. Sanchez. Moi je trouve que c'est vraiment très très beau. Et c'est une espagnole, il faut le préciser, parce que franchement, avoir même les dessins, vous voyez, à l'intérieur, franchement...
on pourrait pas deviner que ce n'est pas une autrice japonaise. Alors moi je suis pas fan de la cover, donc si c'est la cover qui vous rebute, ne vous inquiétez pas, à l'intérieur, je trouve que c'est beau. Oh le petit spoil. Non mais bon, comme je vous l'ai dit, on sait comment ça se finit. Mais bon, je suis tombé quand même sur la mauvaise page, là c'est pas de chance. Donc je vais vous montrer plutôt des pages du début. On n'a rien vu, on n'a rien vu. Et vous pourrez malgré tout apprécier le récit malgré ce que vous avez vu. Donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié vraiment ma lecture. J'étais très sceptique au début, hein, pour être totalement franc avec vous, parce que j'avais vu des chroniques assez mitigées dessus. Alors certes, ça réinvente pas quoi que ce soit, on est sur un schéma shoujo romantique extrêmement classique, et pourtant ben, on passe un très bon moment. Moi j'ai adoré voilà, les personnages, j'aimerais bien même pourquoi pas connaître la suite de leurs aventures, mais bon c'est un one shot, et je suis sûr qu'on pourra peut-être profiter d'autres œuvres de Anna C. Sanchez, soit des shoujo peut-être encore plus classiques, c'est-à-dire avec peut-être des relations hétérosexuelles, mais j'aimerais bien que ce soit effectivement des relations entre filles. Merci beaucoup à vous, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve évidemment très vite sur les réseaux sociaux et sur la chaîne Twitch YaoiCast. À très vite, et puis à très bientôt. Bonne soirée, bonne nuit, hein, on peut même se dire à cette heure-là. À bientôt, et surtout n'oubliez pas en attendant que le yaoi soit avec vous. Bye bye.